Voilà qui nous réconcilie avec l'humanité, avec l'homme et avec les génériques que l'on vous propose depuis ce matin. Vous avez vu là beaucoup de personnages, beaucoup d'humanité, enfin surtout beaucoup de créativité, beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires, beaucoup de désirs, beaucoup d'émotions. Ça vous donne un peu peut-être quelques indices sur la teneur de cette dernière tendance et sur ce que finalement nous sommes, qui nous sommes dans notre globalité. Toujours est-il que aujourd'hui, on doit constater que l'intelligence artificielle continue à grandir, continue à se développer. On connaît d'ores et déjà aujourd'hui des intelligences numériques qui sont extrêmement étroites, très expertes sur des gestes ou des compétences extrêmement précises, qu'elles peuvent répéter évidemment à l'infini avec beaucoup d'efficacité. Ces intelligences numériques ne sont pas encore coordonnées par d'autres intelligences artificielles, mais ça va venir. Bientôt, nous aurons des logiciels capables d'être les chefs d'orchestre de ces équipes d'intelligence artificielle étroites. Et puis, ce que l'on voit poindre également, ce sont des intelligences artificielles toujours, chaque jour, un petit peu plus généralistes, chaque jour un petit peu plus capables de faire preuve de réflexion stratégique et donc, là aussi, qui promettent de gagner un peu plus de compétences qui se rapprochent finalement des compétences humaines. Alors par exemple, qu'est-ce que nous avons pu capter dans notre sélection 2017-2018 de l'Observatoire? Eh bien, cette intelligence artificielle est une intelligence linguistique qui maîtrise très bien 40 langages humains. Et l'idée des chercheurs a été finalement de tenter d'appliquer au langage des dauphins les compétences de cette intelligence artificielle qui avait pour expertise le langage humain. Donc petit à petit, nous avons des laboratoires de recherche qui tentent d'embarquer les compétences d'une intelligence artificielle plus ou moins étroite sur un terrain qu'a priori elle ne maîtrise pas, pour essayer de voir si elle peut gagner en compétences et trouver de nouvelles solutions. Vous avez très certainement entendu parler, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, des innovations telles que AlphaGo, puis AlphaGo 0, puis AlphaZero, qui sont autant d'intelligences artificielles qui gagnent contre un humain à des jeux stratégiques. Libratus, même combat, même objectif, proposer à un algorithme de gagner à une compétition de hold'em poker. Ça veut dire que cette intelligence artificielle est capable, d'une part, de bluffer. Au poker, le bluff est indispensable pour gagner. Et que d'autre part, elle est capable d'opérer une stratégie sans avoir l'intégralité des données. Puisqu'au poker, vous ne savez pas quelle est la main de vos adversaires et vous ne savez pas ce qui est au centre de la table sur la rivière. Donc on voit bien que petit à petit, même si c'est encore au stade de balbutiement, on a des intelligences artificielles qui ont pour ambition de devenir plus généralistes, de devenir plus stratèges et pourquoi pas de se proposer à la tête de nos entreprises, à la tête de nos États, à la tête de nos institutions et après tout, pourquoi pas? Ce que ça nous pose comme question, et je dirais que c'est un peu la question fil rouge que l'on pose depuis le début de cette matinée, c'est finalement quel est le statut, quel est le rôle, quelle est la place d'Homo sapiens dans cet écosystème intelligent que l'on décrit depuis ce matin. Si l'on arrive à répondre à cette question, si on a la vision nécessaire pour prendre des résolutions et pour répondre à cette question, probablement qu'on pourra tout à fait sereinement cohabiter avec ces intelligences numériques. Et c'est un peu ce que l'on veut signifier dans ce titre entre Human Zero et Human Infinite, c'est que finalement nous sommes un peu à une croisée des chemins où c'est à nous de choisir et non pas aux technologies. Les technologies ne choisissent rien, elles obéissent à des algorithmes, elles utilisent des bases de données qui ont toutes été composées par un humain ou une équipe d'humains à la base. Donc la technologie n'est pas une affaire de technologie uniquement, c'est depuis sa naissance, depuis le début, une affaire d'hommes. Et donc,
On peut choisir, excusez-moi de la caricature évidemment, d'aller jusque Human Zero, ou en tout cas une autre forme d'humanité, ou d'aller jusqu'à un Human Reloaded, un human qui va chercher de nouvelles voies pour inventer l'histoire qu'il veut mener avec ces technologies. Ça a de tout temps été le propre de l'homme face à une nouvelle technologie disruptive. Finalement, si l'on pense à ce qu'était la voiture il y a 100 ans, c'était jamais qu'une technologie disruptive dont on s'est peut-être insuffisamment posé la question de ce qu'on voulait en faire. On en a fait un objet statutaire, on en a fait un objet de vitesse, un objet de puissance, un objet de mobilité débridée. On aurait pu faire un choix totalement opposé. Et donc on a développé une société, un business model, la vie que nous connaissons aujourd'hui autour de ce mode de transport qu'on aurait pu vivre totalement différemment. Tout ça, évidemment, je n'ai pas d'opinion à ce sujet, mais simplement quand on a face à soi des technologies aussi révolutionnaires et qui promettent des avenirs très différents, probablement qu'il faut se poser la question. Et on sait tous que dans l'univers du numérique, les choses vont extraordinairement vite et sont d'une puissance qu'aujourd'hui, aucune véritable innovation n'a encore égalée. Alors, je vous propose de partager avec moi quelques enjeux et de nourrir votre réflexion individuelle ou collective autour de ces questions. On parle d'intelligence artificielle, beaucoup, depuis ce matin, et il faut bien faire un constat qui est qu'aujourd'hui, le développement de ces intelligences artificielles est entre les mains de quelques-uns. Ces quelques-uns qui rassemblent à la fois les capitaux, à la fois le temps et qui attirent toutes les compétences qu'il faut pour mettre le paquet sur le développement de l'intelligence artificielle, sur l'ordinateur quantique ou sur la blockchain. Ces titans du numérique, ils sont évidemment aux États-Unis, en GAFA, NATU, ils sont aussi en Chine, évidemment, et puis poussés par le gouvernement chinois. Qui dit concentration de ces innovations, de ces efforts de recherche, après tout pourquoi pas, dit aussi concentration des visions et des idéologies qui les sous-tendent. Et c'est peut-être là que le bât blesse, puisque finalement, si on est face à une innovation qui est drivée par des visions qui sont très similaires les unes des autres, eh ben on va manquer de choix et on va manquer de décisions possibles. Donc, nous avons tenté d'observer, dans notre captation de l'année, s'il n'y avait pas des propositions de stratégies alternatives. Et nous en avons trouvé. Nous avons trouvé dans nos innovations des archipels de stratégies alternatives à cette concentration de l'innovation entre les mains de quelques-uns. Par exemple, ici, avec Rigetti Forest, c'est une initiative suisse qui propose tout à fait gratuitement d'accéder à une plateforme qui va vous proposer de tenter d'interagir ou de développer des applications avec un ordinateur quantique, ou plutôt avec une plateforme qui simule un ordinateur quantique. Quel est le propos de Rigetti Forest? C'est de se dire que finalement, si le plus de personnes possible peuvent jouer avec ce qui sera un ordinateur quantique demain, eh bien on va semer partout des graines d'innovateurs qui vont pouvoir porter leur propre vision, porter leurs propres objectifs et proposer des visions alternatives à l'usage de cette technologie. Dans la même veine, DotLearn est une technologie qui permet de faire circuler des vidéos très 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 légères. 5 heures de vidéo, c'est un SMS. Le propos de DotLearn, c'est de se dire que plus on pourra diffuser de l'information vidéo, de la formation, de l'éducation, plus on pourra partager autour de ce média qui est devenu un média fondamental avec toute la population de la Terre, y compris quand on a une connexion faible, y compris quand on a un device basique, eh bien, nous aurons gagné cet archipel de diversité, cette mosaïque de points de vue qui sera portée par autant de personnes différentes. Status, même philosophie. Là, il s'agit de proposer une interface qui est très simple, très conviviale d'usage pour les développeurs d'applications sur blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui est complexe à prendre en main.
plus on sera nombreux à pouvoir développer des applications et des usages avec la blockchain, plus on multipliera les visions, les idéologies, les objectifs portés par cette innovation. Et enfin, je terminerai rapidement par SingularityNet, qui est un lieu d'open innovation autour de l'intelligence artificielle, totalement libertaire dans l'esprit. Vous pouvez y faire absolument tout ce que vous voulez. Vos objectifs peuvent être bons, mauvais, bienveillants, malveillants. Le propos n'est pas là. Le propos est d'offrir un espace d'innovation autour de l'intelligence artificielle qui ne soit pas celui des GAFA, des Natu ou des Batix chinois. Si l'on continue avec le deuxième enjeu majeur que nous pose l'intelligence artificielle et auquel on se frotte régulièrement, qui est la peur de devenir obsolète. La peur de ne plus servir à rien, la peur de perdre notre job, la peur d'être remplacé par des machines, remplacé par de l'intelligence artificielle. C'est le fameux « useless human » que l'on peut lire dans les livres, dans les médias et dans toutes les réflexions que l'on mène autour de l'intelligence artificielle. On peut observer 3 stratégies actuelles devant cette peur de l'intelligence artificielle qui prendrait notre place. La première stratégie, c'est la loi. Il faut faire des lois pour limiter l'intelligence artificielle, son usage, ses objectifs, etc. C'est évidemment tout à fait louable, ça a quelques contraintes malgré tout. Souvent, la loi a un peu un train de retard sur l'innovation, parce que la loi, elle s'intéresse beaucoup à ce qui existe déjà, mais elle a du mal à légiférer sur ce qui n'existe pas encore. Puis la loi, elle est difficile à appliquer dans des domaines comme l'armement, comme l'espionnage, qui sont des domaines qui sont très prolixes en innovation digitale, ne l'oublions pas. Le deuxième moyen qu'on a trouvé pour un peu combattre quelque part ce useless human qu'on nous promet, c'est l'éthique. L'éthique est fondamentale. L'éthique qui devrait être présente dans le code source de n'importe quel algorithme. L'éthique qui devrait mettre aux côtés de chaque codeur, de chaque scientifique, de chaque financier, un anthropologue, un philosophe, un sociologue, qui vient justement lui aussi éclairer les ambitions d'innovation avec le regard des humanités, comme on le disait. L'éthique, c'est très bien, c'est indispensable, mais l'éthique, ça n'engage que ceux qui signent en bas de la page. Donc pour tous ceux qui n'ont pas signé, comment on fait? De la même manière que la loi, ça n'engage qu'un territoire. Nous n'avons pas encore de loi transnationale. Or, quand on est un titan du numérique, on est d'ores et déjà transnationaux. Et puis la dernière stratégie défensive, c'est celle de la compétition. La compétition entre l'homme et la machine. Le problème de cette compétition, c'est qu'on a plutôt tendance à penser qu'elle se fait sur le terrain du robot. Finalement, nos complices digitaux sont très forts, ils sont infatigables, ils ont une mémoire colossale, ils brosent des quantités de données en quelques secondes. Eh bien, il faut que l'homme soit capable de faire la même chose. Et ça pose peut-être un problème. Finalement, quand on parle d'hommes augmentés, quand on parle d'hommes intégrés, quand on essaye de booster les compétences humaines sur le terrain des compétences développées par les intelligences artificielles, c'est une solution. C'est une stratégie. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la bonne? C'est évidemment à chacun de nous, de vous, d'en juger. Mais en tout cas, ça mérite de réfléchir à tout ça. Alors quand on voit Hands That Sees, eh bien effectivement, c'est une manière de doter un homme d'une préhension robotique qui peut être intéressante et qui peut augmenter ses compétences. Là, c'est une prothèse mémorielle qui augmente votre capacité de mémoire de 30%. Donc on voit bien que là, on est sur le terrain de la machine et on court derrière les compétences que nous avons nous-mêmes développées au sein de nos algorithmes et de nos robots pour essayer de gagner la compétition. D'ailleurs, le mélange des genres est assez intéressant. Ici, ce sont des muscles artificiels imprimés en 3D qui doivent recouvrir le corps d'un robot pour que le robot ressemble à son créateur et à une personne humaine. Donc la question, c'est finalement où en sommes-nous? Où allons-nous? Que voulons-nous? Et finalement, est-ce qu'on ne va pas finir par confondre un homme devenu cyborg, un robot humanoïde? Encore une fois, pourquoi pas? Encore une fois, peut-être que demain nous proposera ça et qu'on trouvera ça super. Mais ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, dès aujourd'hui, réfléchir à tout cela. Alors, évidemment, on a regardé notre palmarès,
on a regardé notre N100 et on s'est dit qu'on avait des exemples à vous proposer sur une stratégie un peu offensive qui consisterait à se dire que on a parlé d'intelligence humaine depuis quelques heures, depuis quelques années, depuis quelques décennies, mais on a tendance trop souvent à parler que d'un type d'intelligence humaine. Une intelligence rationnelle, une intelligence logique, une intelligence très efficace, une intelligence extrêmement valorisée dans nos sociétés et dans nos entreprises. Aujourd'hui, si on essaie d'être un petit peu honnête avec nous-mêmes, quand on engage quelqu'un, quand on recrute quelqu'un dans une entreprise, on essaye d'évaluer ses compétences logiques, rationnelles. Et puis, on est très content si en plus il est créatif et sympa. Ce n'est pas forcément ce qu'on va valoriser. Alors, on le valorise chez les artistes, quelques-uns. On ne le valorise pas chez les marginaux ou chez les fous, par exemple. Il y a des sociétés humaines qui valorisent leurs fous, en disant que, finalement, toute communauté doit avoir son lot de marginalité, de folie, pour être pleine et entière. Et c'est peut-être ce qu'on vous propose aujourd'hui. Si nous sommes à nouveau pleins et entiers, si nous acceptons une intelligence qui est à la fois une intelligence logique et rationnelle, mais aussi une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive, une intelligence de désir, d'envie, de relations les uns aux autres, peut-être que l'on pourra tranquillement utiliser nos complices digitaux pour les performances qu'ils nous proposent. Et donc, du coup, vivre tout à fait sereinement avec. Pourquoi se passer de Giuseppe, dont vous allez rencontrer les innovateurs tout à l'heure, alors que cette intelligence artificielle nous propose de résoudre à sa manière la faim dans le monde? Pourquoi nous passer de AtomNet, qui est une intelligence artificielle qui va faire tout un tas de combinaisons moléculaires pour nous aider à trouver des médicaments? Pourquoi nous passer de ce robot qui a une intelligence extrêmement fine de la préhension des objets et qui donc va pouvoir nous remplacer éventuellement dans les grands stocks de nos entreprises, y compris quand les objets sont différents les uns des autres, qui n'ont pas la même taille, le même poids, la même forme, puisque ce robot aura l'intelligence adéquate. Et puis, pourquoi ne pas apprécier des morceaux de musique qui seraient composés par ce robot, avec un marimba, et qui compose des morceaux de musique parce qu'il a avalé une base de données colossale de morceaux de musique composés avec cet instrument de musique. Finalement, pourquoi nous passer de ces experts qui peuvent être tout à fait à leur place à côté de nous? N'oublions pas que ce sont des experts. Shimon est capable d'improviser un morceau de musique, mais ce morceau de musique ressemblera au modèle qu'il a appris. Ça va être un virtuose formidable, mais ça n'en fait pas de lui un robot créatif, un robot disruptif, un robot qui tout d'un coup va se dire c'est pas ça que je vais faire avec mon instrument de musique, je vais faire autrement et je vais inventer autre chose. Ça reste encore du domaine humain. Et donc, évidemment, on ne résiste pas à cette citation et à cette magnifique photo, parce qu'on a peut-être oublié, et encore une fois je vous pose la question, y compris dans nos modèles de recrutement, dans nos modèles de valorisation de l'humain, dans nos modèles d'éducation, on a peut-être un peu trop oublié ce qui fait notre intelligence, c'est-à-dire notre capacité à imaginer. Et donc imaginer, c'est de l'intuition, c'est de la créativité, c'est du désir, c'est de l'émotion, c'est de la conviction, c'est de la solidarité, c'est de la persévérance. Et tout ça, évidemment, c'est aussi de l'intelligence. Donc encore une fois, si je suis sûre de tout ça, si je le porte, je le valorise, à ce moment-là, je peux coopérer sans aucun problème avec les intelligences numériques. Et nous allons le voir, vous pouvez tout à fait collaborer avec un drone, parce que ce drone va survoler la savane la nuit, va surveiller les troupeaux d'animaux sauvages et les braconneurs et va être capable d'appeler les rangers pour intervenir avant que ne soit commis un crime. Pourquoi s'en passer? Ou alors, pourquoi ne pas coopérer avec son robot? Ici, vous éduquez votre robot grâce à vos émotions.
Imaginez que vous soyez dans une voiture autonome. Une voiture autonome, elle va être programmée pour que vous puissiez circuler sans encombre. Mais pas forcément pour prendre en compte vos propres peurs en voiture. Par exemple, un virage trop serré ou quand il neige et qu'il y a du verglas, vous êtes un peu plus stressé que le conducteur d'à côté. Eh bien là, votre voiture va comprendre les émotions que vous êtes en train de vivre quand vous roulez et va adapter son modèle de conduite. Donc vous êtes dans un partenariat qui peut être tout à fait efficace et productif entre la machine et l'humain. Donc je vous engage, encore une fois, si vous le souhaitez, à ne pas penser uniquement technologie quand on pense au numérique aujourd'hui, de penser humanité, parce que l'humanité est là dès le code de nos complices numériques, et je vous engage à embarquer avec vous toute votre intelligence à 360 degrés, de vous connecter avec l'intelligence à 360 degrés de votre voisin et de produire l'intelligence collective dont vous vous servirez dans vos entreprises et chez vous. Voilà, je vous remercie beaucoup.